Bonjour à toutes et à tous, ici Pierre de San Giorgio. Petite revue de livres pour la période automnale. Les journées raccourcissent, il fait de plus en plus moche, mais enfin la nature est belle, mais la nuit tombant vite, nous avons plus de temps à l'intérieur. Et entre les corvées de couper le bois, l'amasser pour l'hiver, et préparer notre base autonome durable pour les temps froids et longs de l'hiver, peut-être qu'il nous reste du temps pour lire. Alors, je vais la faire cette vidéo en plusieurs parties, parce que j'ai pas mal de lectures à vous proposer. Et dans cette première partie, je vais parler un petit peu de science-fiction, en tout cas d'anticipation du futur. Alors, vous connaissez sans doute le livre de William Fortune, Une seconde après, qui est traduit en français, vous le trouvez en français. Et donc, vous vous rappelez que dans ce livre, nous avions une communauté plutôt rurale dans les montagnes de Virginie, euh, qui était décrite, alors qu'une impulsion électromagnétique faite par des terroristes, bon, bien sûr, sur les États-Unis, paralysait entièrement et détruisait tous les systèmes électriques américains, et donc plongeait les États-Unis dans la nuit, dans le froid, dans le chaos, comme on pourrait bien imaginer si c'est quelque chose de ce type-là arrivait. Eh bien, William Forstner a écrit la suite. Et donc j'étais très intéressé de le lire. Autant le premier livre était, je trouve, très intéressant, peut-être avec des exagérations sur certains points, et peut-être aussi avec un manque d'explication de ce qui arriverait à l'industrie nucléaire. On en reparlera. La suite, One Year After, nous replonge dans la même communauté avec les mêmes acteurs, les mêmes personnages, un an après l'effondrement, le chaos des États-Unis provoqué par ces EMP. Et ce qui est intéressant dans ce livre, assez bien écrit, alors c'est la version anglaise, je ne sais pas si la version française sortira ou est déjà sortie, probablement, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Eh bien, nous voyons cette communauté qui s'est un peu stabilisée, qui commence à vraiment s'en sortir un peu mieux, bien sûr, après une baisse de population assez considérable. Tous les gens malades sont morts, tous les gens avec, en plus, les conflits face à des pillards, etc., qui ont été tués, ont fait que cette ville est considérablement réduite. Néanmoins, et aussi parce que c'est réduit, les ressources sont enfin plus disponibles pour tout le monde. Il décrit comment finalement l'organisation de cette ville s'est mise en place, essentiellement avec une capacité finalement d'agriculture très, très basique, très rurale, et avec une mise au travail de tout le monde, et la vie recommence malgré les drames, malgré la difficulté. Et ce livre nous plonge plutôt dans les relations interpersonnelles entre une ville et des petites communautés, notamment des survivalistes d'ailleurs, qui vivent aux alentours de la ville, et ces relations ne sont jamais simples, mais là aussi, l'esprit américain tel qu'il est, et que défend William Fortune dans ses livres, pas que ceux-là, mais aussi d'autres, l'esprit original qui est extraordinaire, hein, de ce qui a fait l'Amérique avant qu'elle soit pourrie et détruite par ses politiciens et ses classes dirigeantes, est retrouvé. Et donc on se rend compte que des gens qui peut-être sont méfiants, qui peut-être sont même défiants les uns des autres, sur ces bases retrouvées, reprennent le contact. Donc c'est un livre intéressant pour décrire le lien social qui se met en place dans un effondrement brutal et rapide, hein, dans ce cas-là. Et on voit aussi dans ce livre, et c'est le lien avec le suivant, vous allez voir, que William Forster imagine aussi une forme de gouvernement des États-Unis qui se reconstruit dans ce chaos et qui peine à rétablir l'ordre, mais surtout qui ne le fait pas avec les bases avec lesquelles les États-Unis ont idéalement été conçus, c'est-à-dire les bases de la Constitution américaine, mais au contraire sur les bases de ce qu'est devenu l'Amérique aujourd'hui, c'est-à-dire un État totalitaire, bureaucratique, finalement soviétique, comme ce que l'on peut connaître en Europe. Sauf que tout va encore assez bien, mais en cas de catastrophe, cette bureaucratie, ces politiciens corrompus, immoraux et surtout incapables, lorsqu'ils vont essayer de reprendre en main les choses, ils ne le font finalement, selon William Forster. Je trouve que c'est très intéressant et très révélateur de ce qui se passe dans la psychologie collective des Américains aujourd'hui, montre que l'État américain qui essaie de se reconstruire est une dictature, est une tyrannie, en plus incompétente,
euh, veulent déloyale et complètement à l'opposé de ce que devraient être les États-Unis des pères fondateurs. Et on voit très bien que finalement, cette communauté entre en collision avec l'administration et les forces armées qui se remettent en place des États-Unis, et cette collision donne lieu à un conflit qui devient violent. Et donc on voit tout à fait un exemple de combat entre des milices citoyennes et une armée reconstituée qui essaie de reprendre le contrôle du territoire. Et, euh, et ça, c'est très intéressant à deux titres. Un, parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et deux, c'est parce que ça dénote que aux États-Unis, la défiance par rapport au gouvernement fédéral américain, elle est rentrée dans la culture. Elle est rentrée dans la culture mainstream. Parce que ça, c'est pas des livres de survivalisme que l'on lit dans les cahutes du Minnesota ou du Tennessee. Ça, c'est un livre qui va être et qui est sûrement best-seller dans le New York Times, dans les meilleurs livres, dans les meilleures ventes aux États-Unis. Je ne sais pas combien de millions d'exemplaires a vendu le premier exemplaire, mais c'est probablement, je ne sais pas si c'est mentionné ici, c'est probablement plusieurs millions. Et c'est un auteur qui est lu par l'intelligentsia. Donc ça veut dire que autant la population que certaines classes, on va dire, liées aux conservateurs et la politique conservatrice des partis républicains notamment, sont en train de mentalement assumer et la possibilité d'une guerre civile et d'un gouvernement qui devient tyrannique. Et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que le, ce genre de scénario rentre dans le domaine du possible et les gens commencent à se préparer. Et c'est ce que, si vous lisez entre les lignes de mes livres, non seulement il faut se préparer au chaos et au pillard et à la violence, mais qu'à terme, il faut se préparer à la violence d'un État et d'une occupation militaire faite par, potentiellement, peut-être pas, mais en tout cas, cette option et cette possibilité-là, et ce sera le thème de mon travail peut-être dans le futur, donc finalement d'un État devenu totalitaire et tyrannique, est une possibilité très, très possible dans un scénario d'effondrement. Et à un moment, si cet État vient voler vos ressources, voler vos enfants pour en faire de la chair à canon, par exemple, l'option de la résistance commence. Les gens qui n'ont pas bien compris mes livres, ben, ils ne les ont pas bien compris. Mais ceux qui lisent entre les lignes, ils savent que c'est un de mes projets depuis le début, de vous apprendre comment devenir l'armée des ombres, éventuellement, si l'État euh, devient tyrannique. Ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, si le chaos se met en place. Donc ça, livre que je vous conseille, très intéressant, peut-être moins radical et un livre qui ouvre moins les yeux que le précédent, mais très 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 intéressant, donc il sortira probablement en français. Alors deuxième livre dans la même veine, c'est la suite de la saga de James Wesley Rawls et de ses livres on va dire, de science-fiction, d'anticipation d'un chaos. Alors il reprend la trame, mais avec d'autres personnages, comme il le fait à chacun de ses 5 derniers livres, euh, où il explique comment il voit, eh bien, là aussi, et il en parlait déjà dans son premier livre d'anticipation qui s'appelait Patriot, je crois, où voilà, ben, les survivants du chaos économique qui explose donc aux États-Unis commencent à devoir faire face, là aussi, à un gouvernement finalement tyrannique, mais soumis aux Nations Unies. Et c'est là où, bon, à mon avis, c'est n'importe quoi, bien que l'exemple soit intéressant, à l'invasion des États-Unis par les forces soviétiques socialistes européennes et des Nations Unies. Donc on voit qu'il y a une sorte d'orientation de Rawls qui n'est pas nouvelle sur le fait que c'est un truc très évangéliste religieux, hein, où les Nations Unies sont l'instrument de Satan et l'effondrement économique qui vient inévitablement et le chaos social qui en suivra donneront, selon lui et selon cette pensée semi-religieuse,
l'opportunité aux forces armées des Nations Unies donc, et donc des États socialistes que sont les Européens et d'autres, mais aussi la Chine, etc., de tous se mettre ensemble pour aller occuper les États-Unis. Bon, à mon avis, ça n'a pas de sens. Il décrit par exemple une partie du Canada occupée par l'armée française, et je me disais, mais quelle armée française? Ils ont encore quoi comme forces armées? En plus, il les décrit comme étant des sauvages, des pillards, des violeurs, des voleurs, enfin, quelque chose qui est... On peut dire beaucoup de choses négatives hein, sur l'armée française, sur certains aspects, de son manque d'équipement, sur le manque d'effectifs, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est une armée immorale. Je veux dire, il les décrit comme pire que je sais pas, que les soviétiques en Afghanistan, et encore, c'est salaud pour les soviétiques. Ce serait, non, non, pire que l'Allemagne nazie en Ukraine. Enfin, c'est un fantasme. Donc il est dans un fantasme de voir voilà, les Belges, les Allemands, les Français occuper une partie des États-Unis et se comporter comme la pire des forces d'occupation dans un film hollywoodien à deux balles qui raconte n'importe quoi par rapport à avec les mecs sadiques et tout. Enfin, bon, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le livre, au-delà du fait qu'il est en plus très mal écrit, comme souvent ces livres, mais bon, c'est comme ça, c'est qu'ils sont quand même intéressants parce qu'ils montrent des possibilités, des futurs possibles, et finalement, ils montrent aussi une capacité de s'organiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit très bien comment ces survivants, ces gens, ces communautés, à travers, en l'occurrence, il y a toute une histoire qui se passe dans la Colombie-Britannique au Canada, mais également au Québec, en Floride, et dans d'autres et certains groupes qui traversent depuis la Virginie, depuis Washington, en gros, pour traverser les États-Unis et aller vers le bastion qui est, entre guillemets, libre, qui est dans les montagnes rocheuses, on voit une sorte d'organisation, il décrit une organisation de guérilla avec des armes parfois improvisées pour abattre eh bien, les hélicoptères, les chars, les véhicules blindés de cette force d'invasion et d'occupation aux États-Unis. Euh, je pense qu'en lisant entre les lignes, Rawls, il va assez loin en fait. Et en ça, c'est très intéressant. Après, sur l'histoire, bah, je pense que bon, il se calque sur ce qu'il avait imaginé il y a peut-être 6 ou 7 ans dans son livre Patriots. Mais enfin, l'histoire n'a pas de sens, à part voilà, le contexte. Euh, bon, il donne quelques exemples. Ensuite, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais par exemple, il y a un couple avec un autre adulte et deux enfants qui finissent par passer 3 ans en plein hiver dans les montagnes, dans les Appalaches aux États-Unis, en faisant du bushcraft. Et il décrit un petit peu ce qu'ils font. Moi, je ne sais pas s'il décrit correctement la quantité de nourriture nécessaire pour tenir 3 mois à donc 5, 3 adultes, 2 enfants, euh, dans la forêt. Ça me paraît, à mon avis, ils ont perdu beaucoup de kilos, là, les mecs, pendant tout ça. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est tout de même assez intéressant. Et puis, ça reste une personnalité du mouvement Preppers aux États-Unis. Donc, ça peut être intéressant à lire. J'ai trouvé quelques notes intéressantes, des idées, même pour la préparation, etc. Ok. Alors, plus sérieux, on va dire, mais qui reste une sorte d'anticipation, mais surtout avec une réflexion. Ça, c'est un livre qui est extraordinaire et je vous le conseille. Ça, c'est un livre à lire. D'ailleurs, je pense qu'un des éditeurs français devrait traduire John Michael Greer. C'est vraiment, au niveau intellectuel, c'est une tête, quoi. C'est comme un Michel Drac, c'est vraiment du très très haut niveau. Simplement, il est en plus capable de simplifier, comme d'ailleurs tous les gens vraiment très intelligents sont capables de simplifier leurs écrits. Voilà son livre After Progress, littéralement après le progrès. En gros, je l'avais interviewé, vous trouverez sur mon YouTube une interview de John Michael Greer sur ce sujet. Le sous-titre, c'est La raison et la religion à la fin de l'ère industrielle. C'est-à-dire que voilà, lui aussi a compris que notre ère industrielle, qui a 2 siècles, est en train de se terminer, en train de mourir de sa belle mort. Elle sera peut-être violente, cette mort, ou pas, ce sera peut-être une mort progressive, mais clairement, c'est la fin. Et lui, donc, imagine
qu'est-ce qui va arriver à la raison, qui est la logique et la raison sont à la base de cette révolution industrielle. C'est-à-dire que vous ne faites pas une révolution scientifique et industrielle en croyant au lapin de Pâques et à des mecs dans les nuages qui vous racontent des trucs et qui vous donnent des règles, qui vous les dictent ou qui envoient leur fils se faire tuer pour... Non, ça c'est pas la raison. Ça c'est de la spiritualité, c'est de la mythologie, c'est tout ce que vous voulez, mais ça ne vous amène pas la science et le progrès. Bien ou pas bien. En tout cas, c'est la raison. Et donc, comme la raison qui a produit le progrès est liée au succès de ce progrès, ou en tout cas c'est comme ça que c'est devenu, en fait il décrit que c'est devenu également une religion. Et là je suis totalement d'accord, et je vous renvoie à une conférence que j'avais faite à Paris il y a, je crois, deux ans, en tout cas, 2012 ou 2013, 2012 je crois, sur le fait que nous sommes dans un monde incroyablement religieux. Kunstler aussi, dans Too Much Magic, démontre que nous vivons dans un monde religieux, où la religion est le progrès. Et ce que montre Michael Greer de manière très fine et très amusante, c'est qu'il décrit les rituels, il décrit le sacerdoce, il décrit le clergé, il décrit tous les éléments liés à cette religion du progrès, qui sont calqués sur les religions monothéistes classiques, judaïques, chrétiennes, en tout cas à l'Occident. Bon, islamique, non, parce que l'islam n'a pas participé au progrès, je sais pas, de ces 1000 dernières années, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et on ne demande pas à une religion de nous amener de la technologie et la science, enfin, ça n'a rien à voir. Ce sont des éléments culturels, mais en tout cas la religion liée au progrès et à l'ère industrielle, c'est quelque chose qui a démarré en Europe et aux États-Unis. Même en Chine, qui ont pourtant des capacités à développer la technologie, c'est pas arrivé chez eux. Ils l'ont calqué sur nous, ils l'appliquent, mais ce ne sont pas des créateurs de cette religion du progrès. Et donc cette religion du progrès va mourir, et pour le plus grand plaisir des religieux parmi vous, je crois. Mais enfin, il va décrire l'explosion, il décrit les conséquences de cette explosion de cette religion du progrès sur la vie de tous les jours, mais aussi sur les autres modes de pensée. Et c'est très intéressant de voir, selon lui, alors il exclut l'islam parce qu'il a dit je ne peux pas critiquer l'islam parce que j'ai envie de vivre. Bon, ça se respecte comme point de vue, mais en tout cas, il approche les religions autres, notamment chrétiennes, euh, et il imagine l'impact de l'effondrement de notre monde sur celle-ci. Intéressant, très très intéressant. Et donc, vraiment un livre, c'est à peu près quoi, 260 pages, ils sont très vite lus, ils sont très intéressants à lire. C'est quelqu'un de très érudit, il connaît l'histoire de manière... il a une culture phénoménale, Jonathan Gray, il arrive à citer... je sais pas, il peut citer qu'est-ce qu'il a, Spengler et Nietzsche, et dans la même phrase citer Lovecraft, quoi. Il est capable de trouver les points communs. J'adore cette façon de voir les choses à travers le monde. Donc c'est un livre absolument à, à lire. Moi, je ne peux je ne peux que vous le conseiller. Ça, c'est un livre qu'il faut avoir lu si vous voulez comprendre le monde dans lequel on est et surtout le monde dans lequel on va. Je pense il est un peu à l'opposé des autres, où il ne décrit pas des conflits, il décrit des tendances lourdes. Et donc dans ces tendances lourdes, des livres comme ceux-là, ou comme Une seconde d'après, etc., peuvent avoir leur place, malheureusement. Mais enfin, la tendance lourde, elle est là. Donc c'est un livre qui est un bon complément à Survivre à l'effondrement économique, ou Rue Barbare, et un livre que je vous conseille à lire, et de lire, à lire. Vous savez que mon français, pour moi, est approximatif. Alors évidemment, mon anglais est meilleur que mon français. Si vous ne lisez pas l'anglais, tout ce que je viens de vous raconter, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne sont pas forcément accessibles dans la langue impériale indispensable de savoir aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que dans le monde de demain, vous en avez rien à foutre de l'anglais, parce que ça va tellement exploser. Mais enfin, ça vous coupe de quand même pas mal de choses intéressantes et de culture. C'est comme ça, il fallait bosser à l'école. Allez, la suite, bientôt.